Dans la nuit du 23 mai, Poutine a sorti l'arme qu'il avait passé 2 ans à promettre qu'il n'aurait jamais à utiliser. L'Oreshnik, un missile balistique hypersonique, capable de porter une charge nucléaire. Le propre président de la Russie l'a décrit un jour comme tombant comme une météorite et a déclaré qu'aucune défense aérienne sur Terre ne pouvait l'arrêter. Il l'a tiré sur la capitale d'un pays de 40 millions d'habitants. Un côté a dépensé son arme la plus rare, la plus chargée symboliquement, pour faire une déclaration. L'autre côté a dépensé des drones bon marché pour vider le réservoir de l'ennemi. Littéralement. Le réservoir de carburant. Dans les 24 prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce qu'est réellement l'Oreshnik par rapport à ce que la Russie veut vous faire croire. Je vais vous expliquer pourquoi la réponse de l'Ukraine était beaucoup plus dangereuse pour Moscou que n'importe quelle contre-frappe, et quelles sont les 2 horloges qui tournent actuellement et qui détermineront l'issue de cette guerre, et aucune d'elles n'est visible depuis la ligne de front. Restez avec moi, parce que l'histoire sous l'histoire est celle qui décide de tout. Avant de parler du missile, comprenez les mathématiques, parce que les mathématiques sont la doctrine, et la doctrine est le cœur du jeu. 600 drones, 90 missiles, des Iskander, des Kinzhal, des Zircon et l'Oreshnik. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que l'immense majorité avait été interceptée. Vous devez y croire. Les chiffres d'interception dans cette guerre sont devenus véritablement impressionnants. Mais réfléchissez à ce que signifie réellement une immense majorité lorsque le total des projectiles entrants approche les 700 objets. Même un taux d'échec de seulement 5% signifie que 35 armes touchent le sol. Et c'est ce qu'elles ont fait. Des blocs d'appartements, une école où des gens se réfugiaient, des supermarchés, un immeuble résidentiel de 5 étages en feu. Les fenêtres du Conseil des ministres de l'Ukraine, soufflées par une explosion à proximité. La plus grande attaque jamais lancée contre Kiev. Pas la plus meurtrière. Cette distinction est cruciale, et nous y reviendrons. Mais la plus dispersée, la plus saturante. Ce n'est pas un accident. C'est une doctrine. Voici comment fonctionne réellement la guerre de saturation. Vous lancez d'abord des centaines de drones Shahed bon marché et de l'heure. Ils se déploient. Ils forcent chaque radar à s'allumer. Chaque équipe d'interception à s'engager. Chaque batterie patriote à faire un choix. Vous inondez le système. Et puis, pendant que les défenseurs se noient sous les cibles bon marché, vous glissez les armes coûteuses à travers les failles. C'est tout le jeu. Forcer la défense à dépenser un missile intercepteur d'1 million de dollars pour un drone à 50 000 $. Encore et encore. Jusqu'à ce que le chargeur soit vide. Et quelque chose est en train de céder. Mais peut-être pas là où Moscou l'avait prévu. Dans cette guerre, le récit de qui a franchi la ligne en premier est lui-même une arme. Et Moscou vient de la tirer. La Russie a déclaré que cette attaque était une opération de représailles. Pourquoi? Moscou a pointé du doigt la ville occupée de Starobilsk, où un drone ukrainien aurait frappé un dortoir abritant des adolescents. Des sources russes ont fait état d'un nombre de victimes infantiles à 2 chiffres. C'est la justification de l'Oreshnik selon la version de Russie. Je ne vais pas vous présenter un bilan de victimes russes en territoire occupé comme un fait vérifié. Parce que ça ne l'est pas. L'Ukraine l'a catégoriquement rejeté. Kiev a déclaré avoir frappé une installation militaire, pas des civils. Ce que je peux vous dire de vérifiable, un missile stratégique capable de porter une charge nucléaire a été tiré sur une capitale. Et les chancelleries du monde entier l'ont qualifié pour ce qu'il transmettait. Le chancelier allemand a qualifié l'utilisation de l'Oreshnik d'escalade irresponsable. Ce mot, escalade, est celui que vous devez garder à l'esprit pour le reste de cette vidéo. Parce que l'escalade a un coût. Et de plus en plus, ce n'est pas celui que Moscou avait imaginé. L'Ukraine n'a pas répliqué sur des immeubles résidentiels russes. Elle n'a pas répondu à la terreur par la terreur. Elle a visé quelque chose de bien plus dangereux pour la Russie que n'importe quel bâtiment. Elle a visé le carburant. Au cours de cette même nuit précédant le 25 mai, un dépôt de carburant à Ounetcha, dans la région de Briansk, un nœud que la Russie utilise pour ravitailler son armée, touché. Un dépôt pétrolier à Belgorod. Le gouverneur lui-même a admis que des réservoirs avaient pris feu,
touché. Et voici ce qui devrait attirer toute votre attention. Des drones ont frappé une station de pompage dans la région de Vladimir. Une station de répartition linéaire sur le réseau principal de pipeline de carburant de la Russie. Cette station, selon la description même de l'Ukraine, alimentait les dépôts pétroliers autour de Moscou, ainsi que l'approvisionnement en carburant de Tcheremetyevo, Domodedovo et Vnukovo. Neutralisez un radar ici, aveuglez un secteur là-bas, et vous ne dégradez pas seulement un site isolé, vous ouvrez un couloir, une voie qu'un drone peut emprunter de nuit pour atteindre une raffinerie à 600 km du front. C'est ainsi que l'on se retrouve avec des incendies dans les terminaux pétroliers de Novorossiysk sur la côte de la mer Noire. C'est ainsi qu'une usine chimique dans le kraï de Perm, au fin fond de l'Oural, se retrouve confirmée comme cible. Plus les frappes s'enfoncent profondément, plus cela vous montre que le bouclier a des trous. Et ces failles ne se referment pas assez vite pour rassurer Moscou. Arrêtez-vous une seconde. Je veux m'assurer que vous percevez les deux aspects de ce que je vais vous dire en même temps. Parce que la plupart des analyses ne vous en donnent qu'un. L'arme la plus bruyante de cet échange a été la moins décisive. L'Oreshnik a eu les caméras, la condamnation du chancelier, les bandeaux d'alerte hurlants. Mais elle n'a rien changé à la capacité de l'Ukraine à se battre le lendemain. Pendant ce temps, les armes silencieuses, des drones bon marché se dirigeant vers une vanne de pipeline dans l'espace aérien russe, des roquettes HIMARS touchant un terrain d'entraînement à Koursk, sont celles qui redéfinissent le véritable équilibre. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous réfléchissez à cette situation plus attentivement que 95% des gens qui lisent les gros titres. Parce que la section suivante est celle où réside la véritable asymétrie. Et c'est la partie qui vous montre exactement qui est en train de gagner la guerre qui compte vraiment. Si l'Oreshnik est si dévastateur, si imparable, si météorique, pourquoi n'en est-il qu'à sa troisième utilisation dans une guerre qui dure depuis 4 ans? Pourquoi rationner cette arme miracle? Parce que les destructions physiques causées par l'Oreshnik ne correspondent pas à sa mythologie. Lorsqu'il a été utilisé pour la première fois contre Dnipro en novembre 2024, la puissance des ogives a été largement évaluée comme relativement limitée en termes de destruction brute. C'est un système à ogives multiples, conçu en partie pour être terrifiant lors de sa descente. Et il est terrifiant. Mais la terreur n'est pas la même chose que l'effet militaire. Vous ne pouvez pas conquérir de territoire avec un communiqué de presse. Ce que l'Oreshnik livre, c'est un message. Un message très coûteux, destiné moins aux défenses de l'Ukraine qu'aux nerfs des gouvernements à Berlin, Washington et au-delà. C'est un signal stratégique. Et plus cette guerre dure, plus ce signal ressemble exactement à cela, un signal. Pas une solution. Regardez maintenant les deux côtés de cet échange de haut. Parce que l'asymétrie est la véritable histoire. Et une fois qu'on la voit, on ne peut plus l'ignorer. Cette guerre n'est plus une dispute de territoire. C'est un concours de durabilité. Qui peut continuer à produire, à remplacer, à ravitailler, à absorber les pertes, mois après mois, sans que l'économie nationale ne s'effondre? 2 horloges tournent, et aucune d'elles n'est visible depuis la ligne de front. L'horloge de la Russie, combien de temps peut-elle maintenir son flux de carburant, réparer ses raffineries, empêcher les failles de sa défense antiaérienne de devenir des autoroutes vers son propre territoire intérieur, maintenir son économie sous sanction alors que les drones ukrainiens s'enfoncent de plus en plus profondément? L'horloge de l'Ukraine. Combien de temps l'Occident peut-il maintenir les stocks de défense antiaérienne remplis? Combien de temps le flux d'intercepteurs peut-il durer face à une course mondiale pour ces mêmes systèmes rares? Parce que voici la vulnérabilité silencieuse de l'Ukraine derrière les gros titres triomphants sur les interceptions. Les systèmes patriotes, les NASAMS, les intercepteurs avancés qui permettent ces taux de réussite élevés, sont rares et se raréfient. Il y a un goulot d'étranglement mondial dans la production d'intercepteurs de haute technologie. Les usines ne peuvent tout simplement pas les fabriquer assez vite. Et l'Ukraine n'est pas le seul client sur la liste. Le Moyen-Orient en veut, le Pacifique en veut.
Chaque zone de tension sur Terre enchérit pour le même stock limité auprès d'une poignée de fabricants. Ainsi, même si l'Ukraine devient de plus en plus efficace pour abattre les drones russes, elle brûle les munitions mêmes qui rendent cela possible plus vite que l'Occident ne peut les remplacer. Vous pouvez gagner l'engagement et perdre la guerre des stocks. La Russie le sait. C'est toute la logique de la vague de 600 drones. L'objectif n'est pas de faire passer chaque drone, c'est de forcer l'Ukraine à dépenser. Forcer l'échange d'un intercepteur coûteux contre un drone bon marché, jusqu'à ce que le chargeur soit vide. L'architecture des sanctions que l'Occident a mises en place était censée étouffer cette guerre. Au lieu de cela, elle a été contournée. La technologie des drones iraniens est devenue le modèle des essaims de Shahed. La Corée du Nord a fourni des munitions et, selon plusieurs rapports, du personnel. Et la Chine. La Chine est la clé de voûte silencieuse. Le fournisseur de composants à double usage, d'électronique, de machines-outils, le cordon ombilical économique qui permet à la machine de guerre russe de continuer à acheter ce que les sanctions étaient censées lui interdire. C'est précisément pourquoi ce qui se passera à Washington au cours des prochaines semaines est si crucial. Les États-Unis sont la variable décisive. Les intercepteurs proviennent des lignes de production américaines et alliées. Les dents des sanctions sont principalement des dents américaines. Et l'élément qui décide quelle horloge s'arrêtera en premier est, à un degré inconfortable, une décision prise à Washington. Il n'y a pas de cloison étanche entre une station de pompage en feu dans la région de Vladimir et la valeur de votre compte d'investissement. Les prix de l'énergie nourrissent l'inflation. L'inflation influence les banques centrales. Les banques centrales orientent le marché obligataire, les taux d'intérêt immobiliers et le coût du capital pour chaque entreprise du pays.